Parlons maintenant de l'exploration de l'hémostase. Comme il n'y a pas de test d'étude globale de l'hémostase, l'exploration se fait plutôt par des tests qui explorent individuellement le temps vasculaire et plaquettaire de l'hémostase primaire, la coagulation ou la fibrinolyse. Commençons par les tests d'exploration de l'hémostase primaire. Cette étape, comme on l'a vu, est constituée de 2 phases, la vasoconstriction et la formation du clou plaquettaire. La première phase peut être explorée par 2 tests, ce sont le temps de saignement qui constitue le temps nécessaire à l'arrêt d'une hémorragie localisée au niveau d'une plaie cutanée superficielle. Cette dernière peut être réalisée par 2 méthodes, la méthode de Duke dans laquelle l'incision se fait au niveau du lobe de l'oreille ou du bout du doigt. La valeur normale pour l'arrêt du saignement est comprise entre 2 et 100 minutes. Et la méthode Ivy, qui est plus utilisée aujourd'hui, et dans laquelle l'incision est faite sur la face antérieure de l'avant-bras, et la valeur normale est comprise entre 4 et 8 minutes. Le test du temps de saignement a un intérêt limité et il ne peut être considéré comme un examen d'évaluation du risque hémorragique. Le temps de saignement peut être allongé en cas d'anomalie vasculaire, plaquettaire ou du facteur de Villebrand. Pour explorer le temps vasculaire, on peut aussi apprécier la résistance capillaire grâce à 2 tests ou signes. D'abord le signe du lacet qui consiste à appliquer une pression sur le bras pendant 5 minutes. L'accumulation du sang qui en résulte provoque l'apparition de pétéchies ou petites taches rouges qui traduisent l'épanchement des globules rouges hors des vaisseaux. Le degré de fragilité des vaisseaux sanguins est ensuite déterminé en comptant le nombre de ces pétéchies au pli du coude, sur l'avant-bras et sur la main. Le second signe est représenté par le signe de la ventouse. Passons maintenant au test d'exploration de la formation du clou plaquettaire. Cette dernière est aussi explorée par le temps de saignement, mais aussi par la numération plaquettaire, qui est un examen qui fait partie de tout bilan d'hémostase. Et en cas de thrombopénie, c'est-à-dire de diminution du nombre de plaquettes, ou de thrombopathie, c'est-à-dire d'anomalie de fonctionnement des plaquettes, il y a aussi analyse morphologique des plaquettes sur frottis sanguin. Enfin, il existe d'autres tests, notamment l'agrégométrie photométrique, qui consiste à étudier l'agrégation plaquettaire, ou la cytométrie en flux, qui étudie des récepteurs membranaires plaquettaires intervenant dans l'adhérence ou l'agrégation. L'hémostase primaire peut être aussi explorée par le temps d'occlusion plaquettaire, qui est un test global d'hémostase primaire très sensible au déficit du facteur Villebrand. Le dosage du facteur Villebrand, soit par la méthode immunologique qui quantifie le facteur Villebrand grâce à des anticorps, ou la méthode fonctionnelle qui quantifie le facteur Villebrand par son activité cofacteur de la ristocétine, qui est un antibiotique. Dans cette méthode, l'association de la ristocétine et son cofacteur induit une agglutination des plaquettes. Passons maintenant au test explorant la coagulation. Comme toutes les réactions de coagulation nécessitent la présence de calcium, en pratique, le sang est prélevé dans des tubes qui contiennent du citrate de sodium, qui chélate le calcium en empêchant alors la coagulation immédiate. Puis, lors de la réalisation des tests de coagulation, il y aura ajout du calcium. Les 2 tests les plus utilisés sont le TCA et le TQ. La voie intrinsèque de la coagulation peut être explorée par le test de coagulation qui consiste à recueillir du sang dans 2 tubes secs en verre. Un premier tube est agité toutes les minutes à 37 degrés jusqu'à la coagulation complète et on mesurera alors le temps de coagulation. On mesure aussi à 37 degrés le temps de coagulation du second tube qui ne sera pas agité. L'écart entre les 2 tubes ne doit pas dépasser 2 minutes. La durée normale de ce test est de 10 à 12 minutes et elle sera considérée pathologique si elle va au-delà de 15 minutes. Ce test n'est que très peu sensible. Le second test est le test de OL et il constitue le temps de coagulation d'un plasma recalcifié in vitro. Recalcifié parce que, rappelez-vous, le sang est décalcifié par chélation. Normalement, le temps varie entre 1 minute 30
et 2 minutes 30. En plus de la voie intrinsèque, ce test explore la thrombinoformation ainsi que la fibrinoformation. Le dernier test pour l'exploration de la voie intrinsèque, et le plus important, est représenté par le temps de céphaline avec activateur. Dans ce test, la voie intrinsèque est activée par des substances spécifiques et la céphaline représente le substitut du facteur 3 des plaquettes. Habituellement, la valeur normale moyenne est de 30 à 34 secondes, mais elle varie selon chaque laboratoire. Le TCA est anormal lorsque le rapport temps du malade sur temps du témoin est supérieur à 1,2 pour l'adulte et 1,3 pour l'enfant. Ce test explore aussi la voie commune de la fibrinoformation. Passons maintenant au test explorant la voie exogène. La voie exogène est explorée essentiellement par le temps de Quick, qui consiste à mesurer le temps nécessaire à la formation de fibrine après addition à un plasma citraté de la thromboplasmine tissulaire, du calcium et des phospholipides. Un temps de Quick normal pour un patient sain est de 12 à 13 secondes. Ce temps peut être exprimé en pourcentage et il constitue alors le taux de prothrombine. Ce temps est allongé si le rapport temps de Quick du malade et du témoin est supérieur à 1,2 et le TP inférieur à 70%. Parlons maintenant des tests explorant la fibrinoformation, c'est-à-dire la troisième étape de la coagulation. Cette étape peut être explorée essentiellement par le temps de thrombine, qui constitue un examen qui consiste à apprécier le temps de formation du caillot en présence de thrombine. Il est allongé dans la plupart des anomalies du fibrinogène et en cas de présence d'inhibiteurs de la fibrinoformation. Un temps normal varie entre 15 et 20 secondes. Le temps de reptilase, qui est un examen semblable au temps de thrombine, mais où la thrombine est remplacée par la reptilase. Cette dernière est insensible à l'héparine, ce qui permet de mesurer la fibrinoformation chez des patients sous héparine. Troisièmement, le dosage du fibrinogène, qui est un test qui permet de quantifier le fibrinogène fonctionnel, et le taux normal est de 2 à 4 grammes par litre. Enfin, il existe d'autres tests. Certains, par exemple, permettent le dosage spécifique des facteurs de la coagulation. On peut aussi doser des inhibiteurs de la coagulation tels que l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. La biologie moléculaire peut aussi être utilisée pour faire certains diagnostics. Enfin, il existe des tests explorant la fibrinolyse. Ce sont essentiellement le temps de lyse des euglobulines ou le test de von Kaula. Cette méthode nécessite la formation initiale d'un caillot ne contenant que des euglobulines qui comprennent notamment le fibrinogène et les activateurs de la fibrinolyse. Le caillot des euglobulines se lyse spontanément en 3 à 4 heures. Le dosage du plasminogène sanguin, des activateurs de la lyse, du TPA et des inhibiteurs. Enfin, on a le dosage de PDF ou produit de dégradation de la fibrine et du fibrinogène, mais comme ce PDF issu de l'action de la plasmine sur la fibrine ne reflète pas seulement la dégradation de la fibrine, mais plutôt celle de la fibrine et du fibrinogène, on dose plutôt les dédimères qui représentent les produits de dégradation spécifiques de la fibrine. Après avoir récupéré les résultats de laboratoire du petit, vous allez voir votre professeur pour parler du diagnostic. Vous commencez par voir les résultats de laboratoire les plus pertinents, qui comprennent le nombre de plaquettes sanguines qui est de 250 000 mm3, ce qui confirme alors que ce n'est pas une thrombopénie, un temps de saignement et un temps d'occlusion plaquettaire normal, un temps de Quick normal, et lors du dosage du facteur 8, on trouve aussi un déficit isolé de ce dernier, mais un taux plasmatique de facteur Willebrand normal. Votre professeur explique alors au père du patient que le diagnostic le plus probable est celui d'une hémophilie A, une maladie génétique liée au chromosome X, ce qui explique que les hommes et les garçons soient plus touchés. Cette forme d'hémophilie, l'hémophilie A, représente environ 77% des cas d'hémophilie. Cette maladie peut se manifester par des hémarthroses, c'est-à-dire des épanchements ou des écoulements de sang dans une cavité articulaire, surtout au niveau des genoux, des coudes et des chevilles.
des hématomes ou accumulation de sang dans les tissus sous-cutanés et les muscles, et très rarement les hématomes intracrâniens. Les traitements possibles pour cette maladie incluent l'injection de concentrés de facteur 8 d'origine plasmatique ou recombinante. Les transfusions de plasma frais sont utilisées dans le cadre aigu. Et enfin, dans les formes mineures, il peut y avoir utilisation de desmopressine qui permet souvent de corriger de façon transitoire le déficit en facteur 8. Le père devient alors très pâle. Il est clair qu'il ne s'attendait pas à un diagnostic aussi lourd. Il avait plusieurs questions et difficultés. Il ne savait pas comment agir. Comment est-ce qu'il ferait pour le soigner? Est-ce que son fils survivrait? Et enfin, est-ce qu'il aurait assez d'argent pour payer tous les traitements? Le professeur regarde le père du patient droit dans les yeux et lui dit « Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est une situation difficile. Je n'ai malheureusement pas de réponse pour toutes vos questions, mais sachez que votre enfant a une forme mineure de la maladie et avec un traitement et des soins appropriés, l'hémophilie est tout à fait gérable. Votre enfant aura une espérance de vie normale et sera capable de faire la plupart des choses que les autres enfants de son âge peuvent faire. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que nous sommes là pour vous et pour aider votre enfant à se rétablir. Récapitulons. L'hémostase est le processus qui permet d'arrêter le saignement en cas de rupture d'un vaisseau sanguin. Ce processus est divisé en 4 ou 5 principales étapes. Le spasme vasculaire ou la vasoconstriction, la formation du clou plaquettaire, la coagulation sanguine et enfin la rétraction du caillot et la fibrinolyse. En clinique, les différentes étapes peuvent être explorées par des tests spécifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.